Une ville à fleur de peau. L'air bourdonnait du tumulte agité d'une métropole américaine, oscillant entre le progrès et l'authenticité des rues du centre-ville débordantes de vie. Une mosaïque de cultures se reflétait dans des peintures murales vibrantes, des marchés en plein air, et le parfum enfumé des barbecues s'échappant des restaurants familiaux. Mais sous cette façade animée, des tensions superficielles bouillonnaient, invisibles mais palpables. Rachel Moore arpentait les trottoirs trépidants avec une aisance maîtrisée. La lumière dorée du début de soirée caressait son costume sur mesure, symbole de son attitude résolument pragmatique. En tant que l'un des juges les plus respectés de la ville, Rachel attirait l'attention partout où elle allait, bien qu'elle ne la recherchât jamais. Ce soir, elle s'accordait une rare pause pour un dîner indulgent à la table de Tina, un restaurant prisé niché au cœur du quartier. Juge Moore, appela une voix alors qu'elle approchait de l'entrée. En se retournant, Rachel reconnut Tony Alvarez, le propriétaire du restaurant. C'était un homme costaud dont le sourire chaleureux adoucissait son apparence bourrue. Tony, répondit Rachel avec un sourire sincère. J'avais envie de vos feuilles de chou vert toute la semaine. Les biens, vous êtes au bon endroit, répliqua Tony en lui tenant la porte. Votre table est prête. La salle à manger respirait une atmosphère familiale et chaleureuse. Les murs étaient ornés de photographies de figures locales et d'œuvres d'art vibrantes célébrant l'héritage noir. Rachel s'installa près de la fenêtre, savourant ce moment de répit dans son emploi du temps chargé. Pourtant, alors qu'elle balayait la pièce du regard, une présence troublante attira son attention. Dans un coin reculé se trouvait l'officier Paul Stanton. Vêtu de l'uniforme bleu vif du service de police, Paul avait l'air d'un modèle de confiance et d'autorité pour un œil non averti. Mais Rachel savait mieux que quiconque ce qui se cachait derrière cette façade, des récits de tactiques brutales et de menaces voilées, souvent évoqués dans sa salle d'audience. Ses victimes, hélas, osaient rarement témoigner. Le regard de Paul croisa celui de Rachel, et un sourire narquois étira ses lèvres alors qu'il avançait, ses bottes résonnant lourdement sur le plancher. « Si ce n'est pas l'honorable juge Moore, lança-t-il d'une voix traînante empreinte de moquerie. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Rachel soutint son regard sans ciller. « Officier Stanton, à quoi devons-nous ce plaisir ?» demanda-t-elle froidement. Paul s'appuya contre sa table, réduisant la distance à un niveau inconfortable. « Juste en train de vérifier mon endroit préféré pour m'assurer que tout se passe bien. » Tony, observant depuis le bar, serra les poings, prêt à intervenir. Mais Rachel leva une main subtile pour lui signaler de rester en place. « Tout va bien ici, » dit-elle avec un calme maîtrisé. « Profitez de votre soirée. » Paul s'attarda un instant avant de détourner son attention vers une jeune serveuse, Angela, une femme à la beauté discrète et à l'aura de résilience tranquille. Alors qu'elle passait, il lui saisit le poignet. « Salut, ma belle, » dit-il d'une voix basse et menaçante. « Pourquoi ne ferais-tu pas une pause pour me tenir compagnie ?» Angela, visiblement tendue, répondit avec fermeté. « Je travaille. » Mais Paul resserra sa prise. Rachel, voyant la scène, se leva et intervint d'une voix tranchante. « Lâchez-la, officier Stanton. » Paul tourna lentement la tête vers elle, son expression s'assombrissant. « Restez en dehors de ça, juge. »« Je ne le ferai pas, » rétorqua Rachel. « Relâchez-la immédiatement. » La salle se tut, tous les regards rivés sur l'échange. Finalement, Paul libéra Angela avec un ricanement, mais sa colère éclata lorsqu'il asséna un coup à Rachel. Des halètements de stupeur retentirent alors que Rachel vacillait, se rattrapant de justesse. L'incident, bien que rapide, provoqua un choc collectif. Tony accourut auprès de Rachel tandis qu'Angela composait le 911. Réalisant la gravité de ses actes, Paul quitta les lieux précipitamment. La salle d'audience était un mélange de tension et de détermination. Des citoyens ordinaires, des journalistes et des militants remplissaient chaque banc, attendant que la procédure commence. Rachel Moore, avec sa présence imposante et son calme inébranlable, entra dans la salle flanquée d'Helena Price et de leur équipe juridique. Un murmure d'admiration parcourut la foule, mais Rachel garda son regard fixé devant elle. De l'autre côté, Paul Stanton était assis à la table de la défense, ses traits durcis par la colère et l'arrogance. Son avocat, un homme connu pour défendre des cas controversés impliquant la police, semblait confiant.
Pourtant, derrière cette façade, Paul transpirait l'inquiétude. Le juge assigné à l'affaire, un homme réputé pour son impartialité, frappa du marteau pour appeler à l'ordre. Les premières minutes furent consacrées aux arguments d'ouverture. Elena se leva, sa voix claire et assurée. « Votre honneur, ce cas est bien plus qu'une simple agression. C'est un moment charnière pour une communauté longtemps réduite au silence par des abus systémiques. Nous présenterons des preuves irréfutables et des témoignages qui exposeront un schéma de comportement inacceptable de la part de l'officier Stanton. » L'avocat de Paul répondit avec une stratégie prévisible, cherchant à discréditer Rachel en insinuant qu'elle avait provoqué l'incident. Il tenta également de peindre Paul comme un officier dédié, mais sous pression, en raison des tensions croissantes entre la police et la communauté. Lorsque le premier témoin fut appelé, la salle retint son souffle. Angela, vêtue sobrement mais avec une aura de détermination, prit place à la barre. Elle raconta avec une précision glaçante les mois de harcèlement qu'elle avait endurés. Sa voix vacilla par moments, mais elle continua, encouragée par le regard rassurant de Rachel. « Il m'a menacée, moi et mes collègues. J'étais terrifiée, mais aujourd'hui, je refuse de rester silencieuse. » D'autres témoins suivirent, chacun ajoutant une brique au mur de preuves contre Paul. Des anciens collègues, des résidents du quartier, et même un détective retraité témoignèrent des tactiques brutales et des menaces voilées qu'il avait utilisées pendant des années. L'audience était suspendue à chaque mot. Puis vint le tour de Rachel. Son témoignage était à la fois factuel et empreint d'émotion. Elle décrivit l'agression, mais insista également sur le contexte plus large, dénonçant un système qui permettait à des individus comme Paul de prospérer. « Je suis ici aujourd'hui pour tenir un homme responsable de ses actes, mais aussi pour demander à cette institution de regarder en face les abus qu'elle a permis. » Les questions de l'avocat de Paul furent dures, cherchant à ébranler son témoignage, mais Rachel resta stoïque. Chaque tentative de la discréditer semblait renforcer sa crédibilité. En dehors du tribunal, la pression ne faiblissait pas. Les manifestations continuaient, de même que les débats sur les réseaux sociaux et dans les médias. La communauté s'était transformée en une force unie, réclamant justice et des réformes systémiques. Le jour du verdict approchait, et l'intensité montait. Paul Stanton, autrefois intouchable, était maintenant sur la défensive. Sa femme, Karen, avait finalement quitté leur maison, incapable de supporter davantage ses accès de colère et ses manipulations. Lorsque le juge rendit sa décision, la salle était silencieuse. Le verdict fut unanime, Paul Stanton fut reconnu coupable d'agression et d'abus de pouvoir. Le tribunal ordonna également une enquête indépendante sur le département de police, signalant le début d'un changement tant attendu. À l'extérieur, Rachel fut accueillie par des acclamations. Elle monta sur le podium, les traits marqués par l'épuisement mais illuminés d'une lueur de victoire. « Ce n'est que le début », déclara-t-elle à la foule. « Ensemble, nous continuerons à lutter pour la justice et l'intégrité. » La bataille contre Paul Stanton avait été gagnée, mais la guerre contre l'injustice était loin d'être terminée. Pour Rachel, Elena, et la communauté, ce moment symbolisait un tournant, une promesse de ne plus jamais rester silencieux face à l'oppression. Rachel était assise à la table du plaignant, flanquée d'Elena et de leur équipe. De l'autre côté de l'allée, Paul était assis avec son avocat, Martin Greer, un défenseur habile et chevronné, connu pour avoir souvent déformé la vérité. La juge Myriam Sloan présidait l'audience. Sterne mais juste, elle examinait avec soin les preuves présentées par les deux parties. « Ce tribunal trouve des preuves suffisantes pour procéder au procès », annonça-t-elle. « Officier Paul Stanton, vous serez placé en congé administratif en attendant le résultat. » La mâchoire de Paul se serra, mais il resta silencieux. Pendant ce temps, Rachel quittait la salle d'audience, rapidement assaillie par les journalistes qui criaient des questions. Elle s'arrêta juste assez longtemps pour faire une simple déclaration, « Ce n'est pas seulement mon combat, c'est notre combat. La justice prévaudra. » Enragé par les accusations, Paul entama une campagne pour discréditer Rachel. Avec l'aide de son avocat, il divulgua des histoires trompeuses à la presse, décrivant Rachel comme une femme vindicative le ciblant à des fins personnelles. Les débats autour de l'affaire s'intensifièrent. Certains accusaient Rachel d'avoir outrepassé son rôle, tandis que d'autres la soutenaient avec ferveur.
Les conséquences étaient lourdes pour Rachel. Sa réputation était remise en question et les menaces à son encontre s'intensifièrent. Une nuit, elle trouva une brique jetée à travers la fenêtre de son salon, avec les mots « Abandonne l'affaire », peints en rouge. Mais Rachel refusa de reculer. Elle continua de rencontrer les dirigeants communautaires, d'organiser des forums publics, et de renforcer son dossier avec une détermination inébranlable. Au milieu du chaos, Rachel et Helena reçurent la visite inattendue du détective Samuel Carter, un officier respecté avec un dossier impeccable. « J'en ai assez de rester les bras croisés pendant que des gens comme Paul ternissent ce que cet insigne est censé représenter, » dit-il, sa voix lourde de détermination. « Je veux aider. » Carter fournit des informations cruciales sur les activités de Paul, y compris des preuves de falsification de rapports et de perquisitions illégales. Son témoignage ajouta un poids significatif à l'affaire et inspira de l'espoir au sein de l'équipe de Rachel. À l'approche du procès, les tensions dans la ville atteignirent un point d'ébullition. Les manifestations devant le palais de justice s'intensifièrent. D'un côté, les partisans de Rachel exigeaient des comptes pour Paul Stanton et une réforme systémique du département de police. De l'autre, les défenseurs de Paul le présentaient comme une victime d'une chasse aux sorcières politiques. Rachel regardait les informations depuis son salon, son visage illuminé par l'écran de télévision. La vue d'une ville polarisée, chaque groupe criant sur l'autre, lui pesait lourdement. Mais elle savait que ce combat n'était pas seulement le sien, ni celui de Paul. C'était une bataille pour l'âme de leur communauté. Une semaine plus tard, Rachel organisa une conférence de presse devant l'hôtel de ville. Elle était entourée d'Helena, Dan Gillay, et du détective Samuel Carter. Les journalistes se bousculaient pour se positionner, et les caméras se tournèrent vers elle lorsqu'elle commença à parler. « Cette affaire ne concerne pas seulement moi, » dit-elle d'une voix ferme. « Il s'agit de justice. Il s'agit de tenir ceux qui sont au pouvoir responsables lorsqu'ils abusent de la confiance que nous leur accordons. Les actions de l'officier Stanton font partie d'un schéma plus vaste qui ne peut être ignoré. Je ne cherche pas à me venger. Je cherche la vérité. » Le détective Carter ajouta sa voix au combat. « En tant qu'officier de police, j'ai prêté serment de servir et de protéger. Ce serment n'a aucun sens si nous laissons la corruption et les abus de pouvoir se poursuivre sans contrôle. » Alors que le jour du procès approchait, la ville retenait son souffle. Les tensions étaient à leur comble, mais pour Rachel et son équipe, l'objectif était clair, obtenir justice et amorcer un changement profond dans un système qui avait laissé trop de victimes derrière lui. La conférence de presse de Rachel fit la une des journaux pendant des jours. Le récit médiatique commença à tourner en sa faveur, mais cela eut pour effet de renforcer le soutien des défenseurs de Paul. La réaction contre Rachel devint plus personnelle. Des menaces anonymes commencèrent à arriver par courrier, l'avertissant d'abandonner l'affaire. Une lettre contenait même une photo de sa maison, une implication claire et effrayante. Pendant ce temps, les alliés de Paul au sein du département de police travaillaient activement pour saboter le dossier de Rachel. Des preuves disparurent des dossiers, et des témoins furent intimidés ou réduits au silence. Même le détective Samuel Carter, qui avait osé témoigner contre Paul, se retrouva ostracisé par ses collègues, qui le considéraient désormais comme un traître. Helena était de plus en plus inquiète. Un soir, en arpentant le bureau de Rachel, elle déclara : « Ils essaient de nous isoler. Nous devons garder une longueur d'avance sur eux. S'ils pensent qu'ils peuvent nous intimider, ils se trompent. » Rachel acquiesça, bien que la tension fût visible dans son regard. « Nous ne pouvons pas laisser la peur gagner, » répondit-elle. « Cette affaire est plus grande que nous. » La polarisation de la ville s'intensifia. Les familles se disputaient à table, les voisins évitaient le contact visuel, et des amitiés se dissolvaient à mesure que chacun choisissait son camp. Les écoles et lieux de travail devinrent des champs de bataille où s'affrontaient les visions opposées de la justice et du pouvoir racial. Le conseil municipal convoqua une réunion d'urgence pour aborder les troubles croissants. Rachel y assista comme observatrice, assise discrètement au fond de la salle. Pendant que les membres du conseil débattaient des propositions de réforme de la police, les tensions étaient palpables. « Les gens ont peur », déclara un membre du conseil. « Nous avons peur de la police, peur les uns des autres, peur de ce que ce procès signifiera pour notre ville. » Un autre répondit :
Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos actions. Si nous ignorons ces problèmes, nous sommes complices de l'injustice contre laquelle les gens protestent. À cette réunion pleine d'espoir, mais empreinte de lassitude, il devint clair que le chemin vers la justice serait long. Les fractures dans les fondations de la ville semblaient plus profondes que jamais. Pourtant, des moments d'unité apparaissaient. Lors d'un rassemblement communautaire, Angela monta sur scène et partagea son histoire. Pendant des années, j'ai eu peur de parler, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Peur que personne ne me croie ou que parler n'aggrave les choses. Mais le courage du juge Moore m'a montré que le silence n'est pas la réponse. Nous devons nous battre pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront après nous. La foule éclata en applaudissements. Rachel, qui observait depuis les coulisses, sentit une bouffée de fierté. Le courage d'Angela lui rappela pourquoi elle avait décidé de prendre cette position en premier lieu. Après le rassemblement, elle s'approcha d'Angela. « Votre voix est puissante, lui dit-elle. Et ne doutez jamais de cela. » Angela sourit, sa confiance grandissante. « Et vous non plus, juge, répondit-elle. » À mesure que la date du procès approchait, la ville retenait son souffle. Les protestations continuaient, mais une tension palpable pesait dans l'air. Rachel, Elena et leur équipe travaillaient sans relâche pour préparer leur dossier. Tard dans la nuit, alors qu'ils examinaient les preuves, Elena demanda doucement. « Regrettes-tu de t'être lancée dans ce combat ?» Rachel leva les yeux, pensive. « Pas un seul instant. J'ai peur tous les jours, mais je préfère affronter cette peur plutôt que vivre avec des regrets. » La phase de découverte préalable au procès fut une bataille ardue. L'équipe passa au crible des montagnes de documents, de témoignages et de preuves. Un soir, Michael Shen, le plus jeune associé, fit irruption dans le bureau, son visage rouge d'excitation. « Vous n'allez pas y croire, annonça-t-il en déposant un dossier sur le bureau d'Elena. À l'intérieur se trouvaient des plaintes enterrées contre Paul Stanton, détaillant des années d'inconduite, notamment des accusations de force excessive et d'extorsion. La plupart des cas avaient été rejetés faute de preuves ou réglés discrètement. « Cela montre un schéma », murmura Elena en feuilletant les documents. « Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait à Rachel. Il fait ça depuis des années. » Le détective Samuel Carter, jusque-là un allié discret, arriva un soir avec une clé USB. « J'ai trouvé ça dans les archives, dit-il. C'est tout ce qu'il ne voulait pas que vous voyiez. » Les fichiers contenaient des emails, des mémos internes et des vidéos accablantes. Une vidéo montrait Paul extorquant un propriétaire local, tandis qu'une autre le capturait falsifiant des preuves. Rachel visionna les images, partagées entre colère et détermination. « Voilà le pistolet fumant dont nous avions besoin, dit-elle. »« Ce ne sera pas suffisant, avertit Carter. Stanton a des soutiens puissants. Ils feront tout pour nous discréditer. » Elena serra les mâchoires. « Alors nous veillerons à ce qu'ils ne puissent pas. » Ces nouvelles preuves inspirèrent de nouveaux témoignages. Angela décrivit les menaces qu'elle avait subies, et Marcus Johnson raconta les extorsions répétées de Paul. Mais la déclaration la plus percutante fut celle de l'agente Linda Mayer, une policière chevronnée qui rompit le silence sur la culture toxique du commissariat. « J'ai gardé le silence trop longtemps », déclara Linda lors de sa déposition. « Je n'en suis pas fière. Mais j'ai fini d'avoir peur. » Alors que Paul Stanton prenait la parole pour se défendre, son ton était plein d'indignation feinte. Il a parlé de ses années de service désintéressé et a affirmé que tout cela n'était qu'un complot pour ternir sa réputation. « Je suis un homme qui a consacré sa vie à protéger cette communauté, » a-t-il déclaré, essayant de maintenir son regard direct vers le jury. « Ces accusations sont fabriquées, et je suis victime d'un agenda politique. » Cependant, sous le feu croisé des questions d'Elena, la façade de Paul a commencé à se fissurer. Elena a pointé avec précision les incohérences dans ses déclarations et les preuves accablantes présentées plus tôt. « Monsieur Stanton, a-t-elle demandé calmement, comment expliquez-vous les vidéos montrant des actes de corruption et d'extorsion en votre présence ?» Paul a tenté de minimiser les preuves, les qualifiant de « mal interprétées » ou de « montage », mais son assurance vacillait. Le moment décisif est venu lorsqu'Elena a révélé un dernier élément de preuve, une série d'enregistrements audio récemment authentifiés dans lesquels Paul discutait ouvertement de ses pratiques illégales.
Les murmures dans la salle d'audience se sont transformés en un silence stupéfait alors que la voix de Paul résonnait, trahissant son propre récit. Ce n'est pas une question de conjecture ou de fabrication, a conclu Helena dans sa plaidoirie finale. C'est une question de fait. Les actions de Paul Stanton ont causé des souffrances réelles et ont sapé la confiance du public dans nos institutions. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de dire que personne n'est au-dessus de la loi. La tension dans la salle d'audience était palpable alors que les deux parties faisaient leur déclaration finale. Rachel observait depuis sa place, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que le verdict allait non seulement décider du sort de Paul Stanton, mais aussi marquer un tournant pour la ville. Après des heures de délibération, le jury est revenu. La juge Sloan a demandé le silence alors que le chef du jury se levait. Nous, membres du jury, déclarons l'accusé, Paul Stanton, coupable de toutes les charges retenues contre lui. Une explosion d'émotion a suivi le verdict. À l'extérieur, des applaudissements et des cris de joie se sont mêlés aux larmes de ceux qui avaient attendu justice pendant des années. À l'intérieur, Rachel sentit un mélange de soulagement et de responsabilité. La bataille était gagnée, mais la reconstruction ne faisait que commencer. Helena s'est tournée vers Rachel, un sourire fatigué mais satisfait sur son visage. « Nous avons réussi », a-t-elle dit doucement. Rachel hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, mais il reste encore beaucoup à faire. » L'histoire de Rachel et de la communauté ne s'est pas arrêtée avec le verdict. En effet, la condamnation de Paul Stanton et les réformes subséquentes marquèrent un tournant, mais la lutte pour un système équitable ne faisait que commencer. Chaque personne touchée par cette affaire joua un rôle dans cette transformation. Une communauté en éveil. Rachel, devenue une figure emblématique du combat pour la justice, continua à défendre des causes similaires. Lors de nombreux événements publics, elle s'adressa à la communauté avec un message d'espoir et d'action. Chaque victoire compte, mais il ne faut pas relâcher nos efforts. Ce procès a été un signal d'alarme, mais le changement véritable dépend de notre engagement continu. Un symbole de résilience. Tina Estable, le petit restaurant où Angela avait courageusement dénoncé les abus de Paul Stanton, prospéra comme jamais auparavant. Le lieu devint un symbole de résilience et d'unité. Sur le mur principal du restaurant, une peinture murale fut créée, une fresque représentant des scènes de la communauté se levant ensemble pour la justice. Angela, désormais activiste reconnue, participait à des conférences et à des ateliers pour encourager les autres à faire entendre leur voix. Réforme et impact durable. Sous la pression de Rachel et de nombreux militants, la ville introduisit des mesures révolutionnaires pour renforcer la responsabilité des forces de l'ordre et restaurer la confiance. La commission d'examen civil devint un modèle pour d'autres villes à travers le pays, et les caméras corporelles contribuèrent à une transparence accrue. Les programmes de police de proximité, dans lesquels les agents travaillaient en étroite collaboration avec les résidents, portèrent leurs fruits, les plaintes diminuèrent et les relations s'améliorèrent. Paul Stanton face à ses démons. Pour Paul Stanton, les années en prison furent marquées par un isolement et une introspection forcée. Privé du pouvoir qu'il avait protégé, il dut faire face aux conséquences de ses actes. Les lettres et visites de ses proches cessèrent progressivement, le laissant seul avec ses regrets et les souvenirs des vies qu'il avait brisées. Rachel, une leader inspirante. Rachel, quant à elle, continua d'inspirer et de mobiliser. Dans les mois qui suivirent, elle lança une initiative visant à fournir une assistance juridique aux communautés marginalisées. Lors d'un rassemblement marquant l'anniversaire du verdict, elle déclara « La justice est un processus, pas une destination. Tant qu'il y aura des voix réduites au silence, nous devrons continuer à nous battre. » Un héritage vivant. Le procès de Paul Stanton et ses répercussions laissèrent un héritage durable. La ville, autrefois divisée et désabusée, trouva une nouvelle force dans son unité. Les récits comme celui d'Angela démontrèrent qu'une seule voix pouvait déclencher une vague de changement. Et pour Rachel, cela confirmait ce qu'elle avait toujours cru, la vérité et la persévérance peuvent transformer même les systèmes les plus brisés. L'histoire de Rachel et de sa communauté devint une source d'inspiration pour des générations, prouvant que le courage de quelques-uns peut éveiller la conscience de nombreux autres. Au centre d'une affaire historique, Tony Alvarez, le propriétaire, a déployé ses efforts pour élever la communauté en organisant des cliniques d'aide juridique et des collectes de fonds.
Cet endroit est plus qu'un simple restaurant, a déclaré Tony lors d'une interview. C'est un rappel que lorsque nous sommes unis, nous pouvons faire une différence. Un soir, Rachel a visité la tombe de Jamal Rivers. Elle a placé un bouquet de lys blanc à la base de la pierre tombale. Ses pensées étaient lourdes du poids de son histoire. « J'espère que cela vous apportera un peu de paix », murmura-t-elle. « Votre nom ne sera jamais oublié. » Alors qu'elle se tenait dans le cimetière calme, un sentiment de clarté l'envahit. Le combat pour la justice était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une lueur d'espoir. Elena rejoignit Rachel à son bureau tard dans la nuit, un épais dossier à la main. « Je ne vais pas y croire », dit-elle en le laissant tomber. À l'intérieur du bureau de Rachel se trouvaient les détails d'un autre policier, un autre cas d'abus enfoui sous des couches de bureaucratie. Rachel scanna le dossier, son expression passant de la lassitude à la détermination. « On dirait que nous avons du travail à faire », dit-elle, un petit sourire se formant. Elena souriait toujours. Rachel répondit, « Paul Stanton. » Paul Stanton était assis dans les limites de sa cellule de prison, regardant le plafond. Le commandant qui dirigeait autrefois son commissariat d'une main de fer n'était plus qu'un autre détenu, privé du pouvoir et des privilèges dont il avait abusé. Le passé de Paul le hantait. Il pensa au visage de ceux à qui il avait fait du tort, Angela, Jamal Rivers, Rachel Moore, et pour la première fois, un soupçon de culpabilité apparut chez l'homme qui autrefois prospérait grâce au contrôle. Il se retrouva maintenant à la merci des autres. Un jour, pendant le moment calme dans la cour, un détenu plus âgé s'approcha de lui, Héctor Ramirez, un ancien militant devenu prisonnier, son mentor. Il s'appuya contre la clôture. « Le regret vous mange vivant si vous le laissez faire », dit Héctor d'une voix ferme, « mais c'est un choix. Soit vous vous vautrez dedans, soit vous essayez de faire amende honorable. » Paul ne répondit pas, mais les paroles d'Héctor restèrent avec lui. Dans les mois qui suivirent le procès, Rachel devint une voix de premier plan pour la réforme systémique. Les invitations affluèrent pour qu'elle prenne la parole lors de conférences et de panels universitaires. Malgré son emploi du temps chargé, elle resta profondément impliquée dans la communauté. Lors d'un événement, Rachel s'adressa à une foule d'étudiants en droit. « La justice n'est pas une question de vengeance », dit-elle. C'est une question d'équilibre. Il s'agit de garantir que le pouvoir soit exercé de manière responsable et que ceux qui en abusent soient tenus responsables. Ces paroles résonnèrent profondément, inspirant la nouvelle génération d'esprits juridiques à rejoindre la lutte pour l'équité. Dans le quartier de banlieue de Paul, sa femme Karen eut du mal à reconstruire sa vie. Elle avait demandé le divorce peu après le procès, incapable de concilier son amour pour l'homme qu'elle avait épousé avec la vérité sur ses actions. Un après-midi, Karen reçut une lettre de Paul. C'était la première fois qu'il la contactait depuis le procès. Avec une écriture tremblante, il s'excusait non seulement auprès d'elle, mais aussi auprès des personnes qui l'avaient offensée. Karen était assise à la table de sa cuisine, la lettre tremblant dans ses mains. Cependant, elle ne pouvait pas lui pardonner pleinement. C'était un petit pas vers la réconciliation. Angela, désormais une défenseure reconnue de la justice, se retrouva sous les projecteurs nationaux. Elle fut invitée à partager son histoire dans une émission d'information majeure où elle parla du courage qu'il fallait pour se lever contre Paul Stanton. « Ce n'était pas seulement moi », dit Angela lors de l'interview. C'était la communauté, Rachel Moore, Elena Price, et tant d'autres. Ils m'ont donné la force de riposter. Il ne s'agit pas d'une seule affaire, il s'agit de changer un système brisé. Ces paroles déclenchèrent une nouvelle vague d'activisme, avec des gens à travers le pays se ralliant à son message. Dans la ville de Rachel, le changement fut lent mais tangible. La commission d'examen civil commença à enquêter sur les cas d'inconduite de la police, et pour la première fois, les policiers furent tenus responsables de leurs actes. Les programmes communautaires prospérèrent, favorisant la confiance entre les résidents et les forces de l'ordre. Lors d'une réunion publique, Tony Alvarez parla avec passion de l'importance de l'unité. « Ce combat n'est pas terminé, dit-il. Mais nous avons prouvé que lorsque nous nous réunissons, nous sommes inarrêtables. » Rachel regarda du fond de la salle, son cœur gonflé de fierté. Les graines du changement qu'elle avait aidé à planter commençaient à grandir. Les mois se transformèrent en années.
Paul Stanton, maintenant l'ombre de lui-même, s'approcha d'Hector Ramirez dans la bibliothèque de la prison. « Tu as dit que j'avais le choix », commença Paul avec hésitation. « Je veux faire quelque chose pour essayer d'arranger les choses. » Hector hocha la tête. « Commence par écouter. Apprends des personnes que tu as offensées. » Paul commença à assister à des séances de justice réparatrice où les détenus et les victimes partageaient leurs histoires. Au début, il trouva cela insupportable, mais avec le temps, il commença à comprendre la profondeur de la douleur qu'il avait causée. La rédemption n'était pas garantie, mais pour la première fois, Paul essayait. Rachel se tenait sur les marches d'un centre d'aide juridique récemment ouvert, coupant le ruban aux côtés d'Elena et Angela. Le centre, financé par les dons de la communauté et des organisations nationales, visait à fournir une assistance juridique gratuite aux populations mal desservies. « Ce n'est pas seulement un bâtiment », déclara Rachel lors de la cérémonie d'ouverture. « C'est un symbole de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous refusons d'accepter l'injustice. Ensemble, nous créons un avenir où chacun a accès à la justice qu'il mérite. » La foule éclata en applaudissements, marquant le point culminant d'années de lutte et de persévérance. Un soir, Rachel revint. L'histoire de Rachel est une narrative poignante et inspirante sur la lutte pour la justice et l'impact qu'une personne peut avoir sur sa communauté. Rachel, à travers ses combats personnels et professionnels, a vu l'évolution d'une ville autrefois divisée vers une unité retrouvée. Son parcours, du procès à l'assermentation en tant que juge, démontre l'importance de la persévérance face à l'injustice. En s'entourant de personnes comme Elena, Angela et Tony, elle a contribué à un changement durable. Le mémorial en l'honneur des vies perdues, la réforme de la police, et le travail acharné pour la justice ont donné un sens à cette lutte collective. À travers ces efforts, Rachel est devenue un symbole de courage et de résilience. Le fait que la ville, autrefois déchirée par les inégalités, se rassemble autour de ces changements témoigne de l'importance de la solidarité et du pouvoir de l'engagement communautaire. La conclusion, où Rachel prend un moment pour savourer la paix retrouvée, montre la récompense de ces années de travail acharné, une justice toujours en évolution mais assurément plus proche grâce à l'influence de ceux qui n'ont jamais cessé de se battre pour ce qui est juste.